Mais on me dit, si vous faites pas d'opération, vous risquez d'être encore plus handicapé si jamais un jour vous le faites pas. Puis vous risquez de vous retrouver avec des reins qui fonctionnent plus, un système digestif qui fonctionne plus. Enfin, voilà. L'endométriose a longtemps été ignorée et la douleur de nos mères, de nos sœurs, de nos amis négligée ou minimisée. Encore aujourd'hui, des femmes peuvent attendre des années avant de comprendre que les divers symptômes qu'elles supportent relèvent d'une maladie. Quand on ne sait pas pourquoi l'on souffre, ou quand notre maladie n'est pas connue, comprise, alors on souffre non seulement dans son corps, mais aussi dans sa vie, son travail, ses relations. Avec ce podcast, nous avons voulu mettre en valeur des parcours inspirants de patientes ayant de l'endométriose ou des douleurs pelviennes très intenses. Vous découvrirez les histoires de femmes puissantes, fragiles, drôles, émouvantes, intéressantes et par-dessus tout, vivantes. Bonjour Morgane. Bonjour. Merci d'être là. Merci à toi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu quel genre de petite fille ou toute jeune fille tu étais? Oui, alors je vivais avec mes parents jusqu'à mes 9 ans. Je crois que j'étais en CM1 quand ils ont Ouais. divorcé. Ouais. J'étais plutôt joyeuse, mais discrète, on va dire. Euh, j'ai pas forcément eu de difficultés avec ce divorce. Et est-ce que tu peux nous dire à quel âge tu as tes premières règles? Alors, il me semble que j'ai mes premières règles aux alentours de la 5e ou la 4e au collège. D'accord. Et J'ai comment ça se passe alors tes premières règles? Je suis chez une copine, j'ai dormi chez une copine pour la nuit et je me réveille avec un mal de ventre un peu inhabituel puisque c'est la première fois que j'ai mes règles. Ouais. Heureusement, cette copine a des protège-slips à me prêter avant que je rentre chez moi. Tu sais ce que c'est? Ah oui, t'as une grande sœur, donc t'as déjà entendu parler des règles. Oui, dans ma famille, même si semble-t-il, c'était assez tabou pour ma grand-mère, par exemple, ou pour ma mère quand elle était plus jeune avec ma grand-mère. Moi, dans ma famille, c'est plutôt libre. On n'avait pas de tabou derrière ça. Les D'accord. règles, c'est naturel. Bon, voilà. Non, on m'en a déjà parlé. Après, j'ai pas tous les détails, mais j'ai pas de souci avec ça. Ça me fait pas plus peur que ça non plus. Je découvre de nouvelles choses. Voilà. Donc après je rentre chez moi et là j'ai plus trop de souvenirs, mais j'ai commencé par mettre des serviettes. Et, Voilà. et elle te semble, avec le recul, normale en termes de douleur, de volume, de tout ça? Tes premières règles? La première fois, je, je me souviens pas de douleurs atroces. Je me souviens par contre des autres fois où ça m'arrive d'arriver au collège en pleurant parce que j'ai très mal au ventre, de devoir aller à l'infirmerie, devoir attendre que les douleurs passent avec un Doliprane ou un Spasfon, ou voilà. Euh, et de même d'avoir le regard de mes copines, notamment une, je me souviens, qui m'a Ouais. dit oui, bah c'est bon, c'est des règles, tu devrais pas avoir mal. Enfin, tout le monde a mal, c'est normal. Enfin, t'en fais tout un plat, quoi. Sauf que pour arriver en pleurant au collège, C'est que c'est une intensité pas normale, quoi. oui, oui, c'est voilà. Et du coup, très jeune, j'ai eu GG la pilule qui est proposée par mon médecin traitant, Attends, tu vas trop vite là, raconte-moi. Donc ça veut dire pardon. que non, non, mais je t'en prie. Mais ça veut dire que j'anticipe, c'est très chouette. Ça veut Mm, dire que tes parents ont conscience que t'as pas des douleurs normales et t'emmènent mm. consulter. Ah oui, 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 oui. Enfin, à ce moment-là, bon, oui, des douleurs. Après, ma grand-mère
elle, dans son passif, me disait qu'elle avait des règles très abondantes quand elle était jeune. En fait, la douleur de règles est normale pour nous. C'est normal d'avoir mal en fait pendant ces règles. Il y a Mais pas on te prescrit quand de même la pilule, quoi. voilà parce qu'on sait que la pilule peut me soulager un petit peu les douleurs en fait. Est-ce que ça te fait du bien? Ça soulage, Ouais. mais j'ai toujours besoin de prendre des médicaments au début des règles parce que j'ai quand même mal. Je peux mettre du chaud si je suis chez moi. Je mets du chaud sur le Ouais. ventre, des bouillottes, voilà. Est-ce que le fait que tu sois dans un système de garde alterné joue, est-ce que on n'a jamais abordé cette question dans le podcast, on parle beaucoup des mamans, mais Mhm. est-ce que ton papa ou peut-être du coup sa compagne, mais c'est un peu biaisé, euh, prend ça en considération, fait attention particulièrement, s'inquiète de tes douleurs, ou est-ce que c'est vraiment un sujet maman? Je dirais pas que mon père a nié les douleurs ou minimisé les douleurs, mais euh, je pense que mon père comme ma mère, en fait, et moi, à ce moment-là, c'est normal d'avoir mal pendant les règles, donc on prend un médicament pour soulager, on met du chaud sur le ventre, et voilà, je crois que mon père a pu me donner la bouillotte ou des choses comme ça, donc non. Après, voilà, la réflexion de l'homme de cet âge-là, un petit peu à dire oh ta direct t'es chiante quoi, mais Ah ben c'est tout sympa. quoi. Voilà, c'est. Mais sinon non, je pense il était compréhensif des douleurs qu'on pouvait avoir en tant que femme. Voilà. D'accord. Et donc, la vie continue comme ça. Et c'est quoi, dans ton parcours de jeune femme et de santé, l'étape d'après? Est-ce que, par exemple, tu as un amoureux avec qui tu as envie d'avoir des rapports? C'est quoi l'étape d'après cette prise de pilule au tout début de ton adolescence? Oui, ben j'ai eu un amoureux, enfin ma première fois avec un garçon aux alentours de 17 ans, je crois. J'ai j'ai jamais connu ça. Mon corps, pour le coup, je le connais pas trop. Je suis très, c'est très compliqué pour moi de la relation avec mon corps en fait à cette période. D'accord. C'est toujours, enfin, c'est voilà, c'est très compliqué. Pas forcément en termes de physique, se voir dans le miroir et tout. Oui, c'est pas quelque chose que je fais, me regarder dans le miroir, mon corps. Pourtant, à l'époque, enfin à ce moment-là, je suis pas, enfin je suis plutôt fine, presque maigre, j'ai envie de dire. Je me trouve jolie. C'est pas une question de se trouver jolie, pas jolie, mais Donc, d'être bien dans sa peau ou pas, tu t'es plutôt bien dans ta peau. voilà, je suis plutôt bien dans ma peau à ce niveau-là. Mais c'est plus une question de, ça me fait, comment dire, de la peine un peu de me toucher les os. Je suis pas du tout à l'aise avec le côté santé, chirurgie. Enfin, c'est très compliqué pour moi de le décrire en fait. Ce que tu décris, c'est un rapport avec des troubles alimentaires? Non, 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 pas du tout. Non, non, vraiment à ce D'accord. niveau-là, non. Euh, non, ce que je veux dire par là, c'est comment expliquer? Tout ce qui est santé, hôpital, opération, euh, percer Ça te la fait peur. peau, toucher la peau, toucher les os, c'est compliqué pour moi. Ça me met très mal à l'aise en fait. Bon, ça À la tombe bien limite parce de que... tomber dans les pommes par exemple. C'est Ah ce oui, genre de d'accord. malaise-là. Alors je suis jamais tombée dans les pommes pour ce genre de choses, mais le rapport à mon corps pour ce genre de choses est compliqué. Donc apprendre à découvrir mon corps, la Ouais, sexualité, tout ça, à ce moment-là, je l'ai pas fait quoi. Donc les premières fois, ouais. bon, je sais pas trop si c'est normal, ça peut être mieux ou pas. Voilà, je j'ai pas vraiment Est-ce que tu as eu de des douleurs qui, avec le recul, étaient importantes à cause de l'endométriose ou pas particulièrement? je sais pas si c'est
lié à l'endométriose, mais je sais que j'ai toujours eu du mal à me détendre. J'ai toujours eu un petit peu de douleur. J'ai l'impression que c'était ça, mais Que j'ai c'était lié à jamais. ça? Oui, je pense. Euh, voilà, Et oui, je pense que c'est ça. Oui. est-ce qu'un jour tu te dis, ces douleurs, c'est pas normal, il faut que j'aille consulter un médecin, faire un examen, ou est-ce que tu chemines et que tu deviens une jeune femme en te disant, bah, c'est ma vie, moi j'ai des douleurs et c'est comme ça? Alors, les douleurs de règles, non. Pour moi, c'est normal d'avoir mal pendant ces règles parce que moi, je vois ça comme on perd du sang quand même. C'est Ouais, pas rien et bah, ça peut faire mal. Enfin, pour moi, c'est normal que quand on perd du sang, bah, ça fait mal. Euh, Après, j'ai eu commencé à avoir des douleurs au rein à un certain moment quand j'étais, ouais, je sais pas, je devais avoir 18 ans, 19 ans, dans ces eaux-là. Et d'accord, j'ai fait des examens, je fais des examens, des échographies rénales. d'accord. Il me semble que j'en ai fait plusieurs sur plusieurs années. Mais il n'y a Et, il y a rien de concluant en fait sur ces échographies. C'est tout est normal en fait. d'accord. Euh, donc, donc on trouve rien. Voilà, on trouve rien en fait. Et tu as quel âge à ce moment-là? Je pense que je suis majeure, mais ou peut-être que j'ai commencé à aller voir, avoir mal au rein vers 16 ans. Je sais plus exactement. Ouais, c'est sur une longue période Mm. de... D'accord, Bah, c'est que j'ai mal. On dit que tout va bien, mais c'est pas des grosses douleurs. C'est des petites douleurs de temps en temps en allant aux toilettes, en fait. d'accord, Bon, on me dit que c'est rien, que tout va bien, donc bah, je me m'y fais pas. Puis quelques années après, j'ai encore un petit peu mal, donc je vais refaire une échographie, quelques examens, mais tout est normal. Donc voilà, en fait, comme tout est normal, bah, j'ai jamais rien, j'ai aucun problème sur oui, et les puis examens. tu te dis, je suis pas médecin, je sais pas mieux qu'eux, quoi. Et ben c'est ça, voilà. Donc oui, ça a dû durer jusqu'à ce que je parte de... Parce que j'ai vécu, je suis née dans une ville Ouais, et je suis partie en 2017 d'accord. pour Tu as quel âge à ce moment-là? rejoindre mon copain. Donc j'ai 22, 23 ans, je crois. D'accord, Pour rejoindre mon copain, je pars le rejoindre et puis trouver du travail dans cette ville où je vis encore aujourd'hui, en fait. Donc je change ok. de corps médical, en fait. Je pense Ouais, qu'il y a ça aussi. tu changes d'équipe et alors tu vas voir un nouveau médecin et comment ça se passe? J'ai un nouveau médecin, j'ai de la chance de l'avoir parce que c'est compliqué d'avoir un médecin dans cette ville. Ouais. On dira Et pas la ville, c'est pour ça qu'on tourne autour. voilà. Euh, et puis un jour, j'ai des douleurs comme des hémorroïdes, en fait. D'accord, Donc je vais voir mon médecin, fait l'examen et il me dit bah je pense qu'il faut faire une IRM. Donc je fais ok. l'IRM quelques Tu semaines sais plus tard. ce qu'il a en tête à ce moment-là, il te le dit? Non, 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 il me dit pas D'accord, du tout. Il me fait faire d'accord, une IRM pelvienne. Du coup, d'accord. donc je fais l'IRM pelvienne en m'attendant à avoir un bon résultat, comme d'habitude en fait, parce que j'ai jamais Mhm. eu de problème particulier. Et là, quand j'attends le résultat dans la cabine, le médecin enfin, je sais pas ce que c'est comme médecin, mais arrive en panique devant Ok, moi, me dit vous avez de l'endométriose partout, il faut absolument que vous alliez voir votre médecin, là, d'urgence, tout de suite maintenant, quoi. Et là, je suis toute seule dans la cabine, un peu paniquée pour le coup, parce que ben, je sais pas trop ce qui m'arrive. tu fais En fait, l'autruche? ouf, je sais pas comment dire, je suis. Enfin, si je me renseigne un petit peu, mais
J'attends quand même avec impatience le rendez-vous avec le gynéco de Bordeaux, du coup. Ouais. Et alors, comment Euh, ça se passe? alors, du coup, il me semble que je me rends à Bordeaux. Et là, il m'explique un petit peu ce que j'ai. Euh, il m'explique où j'ai de l'endométriose et Ouais. que Et alors, t'en as où alors? j'en ai au niveau du rectum, au niveau de la vessie, des reins, des uretères, donc le canal qui va du rein à la vessie. J'en ai sur un ovaire, je crois, et c'est déjà pas mal. Tu sais ce que j'allais dire? Tu le dis avec une toute petite voix. C'est gigantesque comme constat. Oui, oui, j'en ai partout en fait. Sauf, ouais, bah, oui, plus sur les organes autour des organes génitaux, mais j'en ai un peu moins sur les organes génitaux en fait, plus sur le reste en fait. Ouais. Ah oui, parce qu'on l'a pas dit, mais t'as des symptômes gastriques importants parmi d'autres choses, quoi. Dans ta vie à ce Oui, moment-là. mais moins que ça. Enfin, pas tant que ça en fait. D'accord. En fait, j'ai toujours eu beaucoup d'aérophagie. Je sais pas si ça se parle. C'est Oui, bien sûr. de l'air dans le ventre en fait. Ça, j'ai toujours eu des problèmes avec ça. Et, bon, je pense que c'est peut-être lié d'ailleurs, finalement, mais bon, voilà. Je sais même pas si c'est lié en fait, mais je pense que c'est lié parce que j'en ai moins aujourd'hui. Donc voilà. Mais sinon, non. Globalement, je vois pas trop de handicap au quotidien, à part ces douleurs en fait. C'est plus ça. Donc il m'explique, le chirurgien m'explique ce que j'ai. Il me dit que ben là, il faut absolument opérer rapidement. Que au niveau rénal, il faut mettre des sondes de double J. Donc pour C'est protéger les quoi? reins, on met une sorte de tige dans les uretères. D'accord. Donc, ils programment avec une clinique là où j'habite pour que je puisse avoir. Enfin, ils programment un rendez-vous avec un chirurgien urologue de la clinique là où j'habite pour que j'ai des sondes double J installées rapidement. D'accord. C'est très contraignant, ça? Ça ressemble à... Enfin, concrètement, c'est quoi? Concrètement, au quotidien, c'est pas si contraignant que ça, en tout cas, celle que j'ai à ce moment-là. Mais je me souviens de douleurs atroces les premiers jours après l'opération. En fait, c'est D'accord. une opération bénigne, enfin pas si importante que ça. On est sous anesthésie générale quand même, mais euh, c'est inséré par les voies naturelles. Donc il n'y a pas D'accord. de chirurgie en tant que telle. Ouais. Voilà. C'est 30 minutes hein, sous anesthésie, donc c'est pas non plus une grosse opération. Mais après, la douleur que j'ai ressentie, que je ressens à ce moment-là, pour aller aux toilettes notamment, Ouais. euh, tellement atroce que je me demande si c'est pas une douleur qui pourrait correspondre un petit peu aux douleurs qu'on a à l'accouchement. Quoi. Je me dis, Ah, bon, bah, si intense que ça? j'ai vécu ça, ça va, l'accouchement, c'est finger as nose, quoi. C'est un peu Ça, ce que c'est je me dis. fait. Mais je sais pas comment dire, une douleur, Mais le médecin te prévient que ça va être comme ça? je crois que oui. Enfin, le D'accord. chirurgien urologue, enfin, il me semble qu'ils m'ont dit que oui. Ça pouvait être douloureux après et tellement au point que mon copain doit me tenir la main aux toilettes pour que je serre sa main pendant que je fais pipi les premiers jours. Alors, surtout le premier jour. Faut s'aimer très fort, hein? Oui. Donc on m'installe ça, je sais pas moi, 2 semaines après ce rendez-vous. Ok. Et l'opération, bah, je me suis fait diagnostiquer au mois d'avril 2000, 2010, 2020. Et tu as quel âge à ce moment-là? Non, février 2020, pardon, je crois. Ou avril, alors je sais plus. En 2020, début 2020. J'ai quel âge? J'ai 26 ans. D'accord. Euh,
et je me suis fait opérer en octobre 2020. Donc, D'accord. c'est semble-t-il rapide pour eux. Donc tu te fais diagnostiquer début 2024. L'opération 2020, dont tu... début 2020, 2020. pardon. Début 2020, je sais pas ce que ça m'arrive, n'importe quoi. Ensuite, 15 jours après, tu as Ok. ces sondes qui sont posées, Voilà, c'est ça en mais, gros. mais tu enjambes l'été, et après, en octobre, tu as une grosse opération. Mais est-ce qu'il t'explique le rationnel, le pourquoi, ce que ça va être, quel est l'objectif de cette opération? C'est quoi l'étape après la pose de ces sondes? Alors, après la pose de ces sondes, je crois que je les garde 3 mois et au bout de 3 mois, faut les changer. Donc, rebelote sur Nouvelle la table opération? d'opération pour D'accord. changer les sondes. Ça tombe bien pour quelqu'un qui déteste l'idée de se faire opérer. Ah oui, oui, je détestais les hôpitaux pour dire, j'ai choisi mon métier en fonction de ça, pour pas aller Pour ne, pour ne pas faire y aller. pour pas aller dans les. En fait, là, dans le métier que je fais, la formation que je pouvais faire, j'avais 2 types de formations possibles et il y en avait une, c'était à la Croix-Rouge. Et du coup, j'ai dit non, non, moi je vais pas aller là-bas. Donc j'ai fait une autre formation pour pas aller là-bas. Donc Ah, bien voilà, oui, joué. oui, c'est mon dada. Mais bon, après ces douleurs, je panique pas plus que ça pour une opération, hein, à ce moment-là. Et donc l'opération qu'on doit me faire en octobre, doit durer environ entre 4 et 5 heures. D'accord. On doit enlever toutes les adhérences D'accord. qu'il y a et on me prévient en premier lieu que c'est une opération comme une autre, donc à un moment donné il y a des risques. Ouais. Je peux me retrouver avec une stomie, donc la Tu peux poche à expliquer ce que c'est? excréments. Oui. Voilà, à vie, ça peut arriver, ou même temporairement. D'accord. Je peux me retrouver avec des autosondages, je peux me retrouver Oui. plus handicapée enfin, que ce que je suis à ce moment-là. Donc, autosondage, c'est euh, quand on n'arrive pas à faire ses besoins urinaires seul, on doit se sonder avec une sorte de tige soi-même D'accord. pour sortir l'urine de la vessie. Voilà. D'accord. Donc on me Et prévient de tout donc, ça. et Mais, l'opération arrive. Oui. mais on me dit, si vous faites pas d'opération, vous risquez d'être encore plus handicapé si jamais un jour vous le faites pas. Puis vous risquez de vous retrouver avec des reins qui fonctionnent plus, un système digestif qui fonctionne plus. Enfin, voilà. Oui, Je risquais quand la même. menace est importante quand même. C'est ça. Donc je choisis de me faire opérer et puis pour moi c'est une opération quoi. Et on m'a dit vous serez très fatigué après. Bon bah très fatigué, ok, je vais dormir quoi. Voilà. Sur le moment ça m'inquiète pas trop en fait. Ouais. Puis le jour de l'opération arrive, bon bah on stresse un peu, mais ça va. Je suis D'accord. pas voilà. Je dois venir la veille pour faire un lavage d'estomac en buvant de l'eau salée pendant toute la soirée, toute la nuit. Voilà, lavage avant, voilà, donc je me fais opérer tôt le matin. D'accord. Et Et là, je vis un traumatisme en fait. Enfin, c'est ce que moi j'appelle comme ça, parce que d'accord. on me met le masque à oxygène, je crois. Ouais. On commence à m'endormir et là, je ne respire plus dans le masque. Il y a plus d'air en fait. J'ai l'impression qu'il y a plus d'air. Donc c'est comme si j'étais en train de m'étouffer et je m'endors comme ça. Quel enfer de s'endormir sur cette sensation. Donc je m'endors comme ça, j'essaye de bouger la tête pour enlever le masque, on veut pas me l'enlever, on me le met dans la figure encore plus, donc je commence à paniquer et puis je m'endors en fait. Et je me réveille tout aussi paniquée parce que généralement quand l'endormissement Et est pas pas bon, bon, le réveil est pas bon non plus quoi. Donc je me réveille très 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 paniquée et j'ai une sonde urinaire, ouais. j'ai une stomie.
Et Ce que tu redoutais. voilà. Et, et voilà, pour l'instant, au réveil, c'est comme ça et je panique. Je suis pas bien et j'appelle à l'aide un petit peu avec mes yeux. Voilà. Le médecin vient te voir après pour t'expliquer ce qu'il a fait, ce qui s'est passé, tout ça? Oui, mais je sais plus si on vient me voir tout de suite parce que je suis vraiment, vraiment mal. Le premier jour, je peux pas sortir du lit. Ouais. Euh, je pense pas que je me souvienne de grand-chose d'ailleurs parce que je dormais tout le temps. Les premiers jours, je dormais tout le temps. Mes parents s'inquiètent parce qu'ils ont pas de mes nouvelles sur mon téléphone. Enfin, je peux pas prendre mon téléphone, j'arrive pas à écrire. Je peux pas sortir du lit parce qu'on conseille pas de sortir du lit. Et, euh, et j'ai l'impression que j'ai un truc sur ma fesse droite, ma fesse gauche. J'ai l'impression Ouais. qu'on m'a collé un truc sur la fesse gauche. Et tu leur en parles? Et je leur en parle le lendemain, je crois, parce que ou non, le jour même, parce qu'on me fait ma toilette, je crois. D'accord. On Et me dit alors? ben non, vous avez rien sur votre fesse gauche. Ah, ben j'ai l'impression d'avoir un truc sur ma fesse gauche. Et en fait, je sens plus ma fesse gauche à ce moment-là. Ah oui, elle est comme restée anesthésiée, quoi. Oui, c'est ça. Et donc, quelques temps après, je sais plus exactement, un jour, je suis restée une semaine à la clinique. D'accord. Euh, on me dit qu'on m'a sectionné, on n'a pas eu le choix de me sectionner un nerf qui joint la vessie, en fait. Qui joint la Euh, vessie à quoi? ben, le nerf, comment dire, c'est un nerf qui gère la vessie, donc en Ah, qui fait, gère, pardon, d'accord. oui, qui joint la vessie, oui, qui est relié à la Et vessie, mais le nerf, je sais pas à d'accord, quoi il est relié. d'accord. Mais en gros, Et, ça permet de gérer la vessie. et c'est un Et un rapport petit peu avec... le système digestif, un petit peu le rectum, enfin l'intestin, le gros intestin, je crois. Et pourquoi? Parce qu'il était trop abîmé? Oui, il y avait de l'endométriose dessus et il pouvait pas épargner ce nerf, en fait. Donc ce Et qui c'est quoi fait, les c'est ça qui fait conséquences? que j'ai l'impression de plus sentir ma fesse gauche, en fait. D'accord. Et ça demeure jusqu'à aujourd'hui, ça? Alors, du coup, ça me limite dans ma gestion urinaire, ce qui fait Ça que veut je dire suis obligée de faire des autosondages toutes les 4 heures. toutes les 4 heures, tu Euh, dois manuellement vider ta vessie. c'est ça. Ça prend du D'accord. temps. Des fois, c'est rapide, des fois, c'est très long. Des fois, je peux rester 10 minutes aux toilettes. Donc, c'est un peu Ah ouais. handicapant. Et, euh, et le système digestif, alors je le sais pas tout de suite, hein, parce qu'à la clinique, on mange pas forcément extrêmement bien. Enfin, voilà, le système digestif fait par partie. Mais, et puis, j'ai une stomie à ce moment-là, donc je me rends pas compte. Euh, donc, la stomie, ben, il faut la nettoyer tous les jours. Alors, à ce moment-là, je veux pas. Je veux même pas regarder, en fait. Ouais, Parce que c'est un peu dégueulasse quand même. Dégoûtant, pardon. C'est un t'inquiète. peu dégoûtant. Mais Euh, surtout, tu te dis quoi sur ce moment? Sur le moment, tu te dis vivement qu'on me l'enlève ou t'as peur que ça reste à vie? Ils te disent quoi sur ça? non, pour le moment, ils me disent c'est en attendant parce que comme ils ont dû faire en fait, ils ont dû enlever une partie de mon intestin, gros intestin, je crois, ou D'accord. rectum. Ils ont dû enlever une partie parce qu'il y avait de l'endométriose à cet endroit-là. Et ben, c'est en attendant que ça cicatrise, on met ça pour pas que ça abîme les cicatrices. Et donc, je dois garder cette stomie pendant. Alors, c'était en octobre, on me l'a enlevé au début janvier de l'année d'après. D'accord. D'accord. Donc, 3 mois à peu près. Donc c'est très 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 désagréable, mais tu te dis, quand tu sais que le truc a une fin, c'est plus facile à accepter, quoi. C'est ça. Et puis, donc, au début, je fais rien. C'est pas moi qui fais, c'est les infirmières D'accord. ou les aides-soignantes. Au début, D'accord. je veux même pas regarder, puis je commence à regarder, mais voilà. Donc les premiers jours sont très compliqués parce qu'en plus on est plein Covid, donc personne peut venir me voir. Donc c'est tout par SMS, téléphone ou visio. Ouais, mais c'est pas pareil qu'un câlin, quoi. Non.
Et c'est très compliqué mentalement, donc je sollicite la psy la Ouais. clinique parce que je pleure. Enfin, en plus, mon corps, enfin, faut accepter la maladie, comme je disais avant, j'ai jamais eu de problème de santé auparavant. Toujours, tout allait bien tout le temps, donc voilà. Accepter la maladie, accepter le changement du corps, puisque je peux plus me servir de ma vessie comme je voulais. Et puis à ce moment-là, je m'en sers pas du tout de ma vessie. Je n'arrive pas du tout à faire pipi toute seule, rien du tout. Ouais, donc tu te dis les conséquences de cette opération, enfin de cette maladie et de cette opération sont vertigineuses, quoi. C'est ça. Euh, je regrette d'avoir été opérée à ce moment-là. Ah ouais? Pour Malgré moi, les je vois. risques. Oui, mais en fait, avant, je j'avais pas tous ces problèmes et après, j'ai des problèmes en plus, quoi. Donc, un handicap supplémentaire. Donc, pour le moment, je vois pas trop les bénéfices, quoi. Ouais. Et je suis pas mal déprimée. J'avoue que le premier jour, surtout le premier jour, je peux comprendre aussi à ce moment-là les personnes qui veulent mettre fin à leur vie. Juste le Ah, premier jour, hein. Ça me passe vite, hein, mais je suis tellement mal que j'ai mais t'as des pensées pas, suicidaires quand même. pas suicidaire, mais je me dis ça va pas du tout là. J'aimerais que ça s'arrête, quoi. Mais ça dure pas longtemps, vraiment pas T'en as parlé longtemps. à la psy? Le lendemain, ça va mieux. Je peux me lever déjà. Le lendemain, je peux m'asseoir, me lever. M'encourage à me lever. Donc déjà, à partir du moment où on peut se lever quand on est à l'hôpital, c'est quand même, on a l'impression de revivre quand même. Ouais. Et je sollicite la psy parce que une semaine toute seule à voir personne, supporter ça, c'est pas évident. C'est donc je sollicite la psy, ça me fait du bien, je peux parler, enfin, voilà. Ensuite, du coup, un jour, donc j'étais en soins intensifs à ce moment-là, je suis en soins intensifs les premiers jours. Ouais. Et je sors, quelques jours après, on me propose de changer de chambre pour aller dans une chambre normale, on va dire. Et D'accord. là, il faut que je marche toute seule jusqu'à la chambre. C'est très dur, très très dur. J'arrive pas à souffler. Et c'est que du plat. Ah ouais, donc t'es dans un état de fatigue comme il t'avait annoncé, dramatique, quoi. Oui, mais en fait, quand il me parlait de fatigue, je pensais il parlait de fatigue, on a envie de dormir, quoi. Mais Ouais. en fait, c'est de la fatigue physique aussi. Euh, Donc là, je reste une semaine en tout à la clinique et quand je rentre, mon compagnon vient me chercher et me ramène à la maison. Euh, et les jours d'après, je suis en hospitalisation à domicile. Il y a des infirmiers qui viennent me voir, me changent, je suis encore sous perf, ils me changent ma perf, ils me nettoient ma stomie, voilà, que des trucs comme ça. Euh, et il faut savoir que j'ai des escaliers chez moi pour arriver à ma chambre. Et le Ouais. premier jour, j'arrive, je monte les escaliers, je monte une marche et je suis essoufflée comme si j'avais couru. Donc sur le Tu coup, dis ça en riant alors que je bah trouve ça oui, parce que sur le dramatique. coup, je suis morte de rire parce que je me dis non mais je suis essoufflée pour une marche et j'ai tout un escalier à monter. Mais bah oui, parce que je suis contente d'être chez moi quand même, donc ça me fait Ouais. du bien. Et puis j'ai toute ma famille qui vient me voir à tour de rôle à la maison pour faire garde malade parce que bon, il faut faire le ménage, il faut faire à manger. Ça pour soulager un peu mon Ouais. compagnon parce qu'il travaille aussi, donc voilà. Et puis pour me tenir compagnie aussi. Il brave les interdits du Covid Bref. pour venir me voir. À ce moment-là, ton médecin te dit quoi de ta situation de santé? Il dit, il y a des inconvénients, mais ça y est, on s'est débarrassé du maximum d'adhérence. Il te dit quoi? Oui, normalement, j'ai plus de problème. Enfin, normalement, tout est réglé. Voilà, j'ai le handicap qui est arrivé du fait de l'opération, mais normalement, il n'y a plus besoin d'opérer derrière. Voilà, sauf pour rétablir.
Alors, on appelle ça la continuité, c'est enlever la stomie, en fait, D'accord. et enlever les sondes de double J derrière. Mais c'est pas une opération pour enlever les sondes, donc voilà. Euh, non, Et donc après, là, normalement, j'ai pas besoin d'être réopérée derrière. et donc là, tu as quel âge en janvier 2021 quand on te remet la continuité et qu'on t'enlève cette poche? 3 mois après ta grosse opération, tu as quel âge? Toujours 26 ans. Et à partir de là, c'est quoi ton quotidien? C'est quoi l'état de ta santé? Je suis sous pilule continue. D'accord, Euh, j'ai aussi oublié de le préciser, mais à la suite de l'opération, j'ai des douleurs très intenses à droite au niveau de l'aine, avec d'accord, des saignements importants. Et, euh, et en fait, c'est de l'adénomiose. Mais sur le moment, je sais pas ce que c'est, en fait, pourquoi j'ai mal comme ça. d'accord, Donc j'en informe la clinique. Et comme je dois revoir un chirurgien quelques temps plus tard, je retourne à la clinique pour faire euh, une, euh, une échographie. d'accord. Là, l'échographe commence à me dire que j'ai fait une fausse couche, sauf que je viens de me faire opérer, donc voilà. Et Ouais, c'est le chirurgien que je vois derrière pour le rendez-vous après opération, en fait, chirurgien gastro-entérologue, qui me dit non, non, mais vous n'avez pas fait une fausse couche, c'est de l'adénomiose. Donc je comprends mieux. Non, mais, et la douleur était tellement intense que il fallait que je me mette sous la douche constamment. Enfin, quand j'avais cette douleur-là, je me mettais sous la douche eau chaude sur la partie qui me faisait mal pour attendre d'accord. que ça passe, quoi. Parce Et ça que te faisait du aucun bien? médicament ne soulageait pour le coup. Et alors, il te propose quoi là, le médecin à ce moment-là? Il me proposait un médicament pour enlever les saignements parce que c'est le saignement qui fait que j'ai mal en fait, D'accord, et c'est aussi lié à l'opération puisque quand même ils ont attaqué à cet endroit-là en fait. d'accord, Donc ça fait plus mal aussi à cause de ça. Donc les saignements sont stoppés et ça va, après ça va mieux. Mais j'apprends que j'ai quand même de la dénomiose et ça je le savais pas avant. Et donc après, le quotidien, ben, c'est pilule en continu. Et comme à un moment donné, je pense que le corps, il supporte pas, ou en tout cas, c'est ce que moi je pense, des fois, ça m'arrive d'avoir certaines douleurs d'adénomiose et quelques saignements, même sous pilule continue. Et pour d'accord. enlever ça, ben, je stoppe la pilule pendant une semaine pour avoir mes règles, et après, je reprends la pilule. Ça, je le fais peut-être 2 fois par an. Enfin, Tu te fais ta propre petite recommandation. oui, et puis j'en ai parlé au chirurgien, hein, j'ai demandé quand même D'accord, l'autorisation, mais on m'a dit oui, oui, faites-le si ça peut vous soulager, faites-le. Ça sert à quoi d'avoir la pilule et de saigner? Je pense qu'en fait mon ouais, corps a besoin d'évacuer et c'est comme ça que je le vois en fait. Et donc ouais, 2021, bah, je le vis pas trop mal, à part les autosondages, même les autosondages, je le vis pas trop mal. Je suis un peu une d'accord, experte à ce moment-là. Euh, je fais aussi des bilans aérodynamiques pour voir si ça va s'améliorer, parce qu'on me dit que ça peut s'améliorer quand même. Parce qu'au final, d'accord, en fait, au début, je sors de l'opération, je ne peux plus faire pipi moi-même, du tout. Et avec le temps, je peux faire pipi un peu plus moi-même. Je peux commencer à vider ma vessie moi-même, par moi-même. d'accord, Mais j'arrive pas à la vider complètement, naturellement, en fait. Donc, il faut que je fasse les autosondages quand même. d'accord. Et Et tu donc, crois que... je fais des bilans aérodynamiques, donc c'est un examen où on teste la capacité, les fonctions de la vessie en fait. Ok. Je fais un bilan aérodynamique pour voir bah, comment s'améliore ma vessie et si j'arrive à vider ma vessie entièrement, etc. Et... Et, et non, du coup, je dois continuer les autosondages. En parallèle, je continue à avoir à avoir une psychologue. Ouais, Euh,
De par ces problèmes de santé, je voyais déjà une psychologue pour d'autres raisons, mais je continue à la voir. Et à un moment donné, elle me fait prendre un déclic en me disant si vous arrivez à vider votre vessie en poussant, pourquoi pas arrêter les autosondages? Parce que les autosondages, c'est pas, enfin, c'est ce qui est contraignant en fait, c'est que on insère quand même un corps externe Bien sûr. dans Dans l'urètre, du l'urètre? coup, ce qui fait que moi j'avais une infection urinaire par mois. En fait, à ce moment-là, j'ai une infection urinaire par mois, c'est pas du tout confortable. Pour ça, Bah non, c'est rien de c'est le pas dire. confortable. Pour le reste, je suis une experte apparemment. Ça me m'handicape pas plus que ça. À mon travail, j'ai eu le droit à une petite tablette qui a été mise dans les toilettes pour poser mon matériel. Enfin, voilà, ils sont compréhensifs. Ouais, ils prennent en considération tes contraintes importantes, quoi. Voilà. Euh, donc voilà. Je reprends le sport pour aller mieux parce que j'ai pris du poids forcément avec j'ai eu 4 mois d'arrêt quand même. J'ai pris du poids donc je reprends le sport pour me muscler un peu, pour perdre un peu. Enfin voilà. 2021, ça se passe comme ça. Donc 26-27 ans. 2022, en février, premier pneumothorax. C'est quoi, tu peux expliquer? Alors, j'aurais du mal à expliquer, mais je vais expliquer avec ce que je pense. C'est une partie du poumon, la plèvre, je crois, qui se décolle du poumon. D'accord. Euh, c'est quelque chose qui arrive, alors généralement, soit parce qu'il y a eu un énorme choc, donc ça peut arriver souvent pendant les accidents de voiture ou des choses comme ça. Ou alors ça arrive normalement chez les hommes, longiligne et grand. Donc longiligne, c'est tout fin. Ouais, ouais. Voilà. Et moi, je Et suis toi une aussi. femme, je fais 1m58, euh, je suis fine, plutôt longiligne, mais 1m58 et je suis une femme. Donc ça colle pas trop. Donc, aucune raison. Et donc, et c'est quoi les symptômes? À ce moment-là, je précise, je vapote. Donc je me dis, bah, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être la vapote, enfin le fait de vapoter qui fait ça. Donc pneumothorax, je reste à l'hôpital. Il m'allonge, c'est ça, oui, il m'allonge pendant 2 jours, je crois, ou un truc comme ça. Je reste allongée pendant 2 jours. Je peux pas sortir du lit, je dois rester allongée. Voilà. Je le vis pas bien du tout parce que je déteste aller à l'hôpital et encore plus depuis les opérations. Et ils te disent que c'est un rapport avec le fait que tu vapotes ou ils cherchent autre chose? Comment ils expliquent ce truc qui normalement doit pas t'arriver? Ils expliquent pas du tout, en fait, ils savent pas, ils comprennent pas. Euh, Ils comprennent pas parce que, oui, enfin, on m'a dit d'arrêter de vapoter du coup, et donc depuis ce jour-là, le point positif, c'est que je ne vapote plus, je ne fume plus, rien du tout. Voilà. Mais ils savent pas vraiment pourquoi j'ai fait ça. Ça m'est D'accord. arrivé. Voilà. C'est spontané, on appelle ça. Et donc, on t'opère là? Non, en fait, la première fois qu'on fait un pneumothorax spontané comme ça, il faut juste rester allongé pour que le poumon se recolle, en fait, tout seul. D'accord. Donc je Ok. reste allongée. D'accord. Euh, Ensuite, je rentre chez moi, je reprends ma vie, voilà. Et puis, quelques mois après, je sais plus exactement, au milieu d'année, pneumothorax, encore. J'ai été en train de C'est me quoi les sécher les cheveux, symptômes? donc j'ai rien fait de spécial. C'est quoi les symptômes? Euh, on a l'impression qu'on a des bulles dans le corps, au niveau des D'accord. poumons, du coup, notamment. Euh, ouais, c'est un peu ça, on va dire. Et puis, ça fait un peu mal aussi au niveau du poumon. D'accord.
Donc, repneumothorax, donc dois retourner à l'hôpital. Et là, par contre, on me pose un drain thoracique. D'accord. Tu peux expliquer en une phrase ce que c'est? C'est Euh, un en genre de tuyau qu'on te met dans le thorax pour évacuer du liquide, quoi. Pour attirer du coup l'air. Du coup, on évacue Ah, de l'air l'air. en l'espèce, oui, bien sûr. Donc là, on me le pose pas sous anesthésie. En fait, on me met juste du gaz hilarant et une anesthésie locale pour Oh, je poser le sens que ça va drain. pas du tout être hilarant. Euh, bah, Ça fait mal quand même d'avoir le Bah drain, oui. ça fait mal. Et donc là, pendant quelques jours, je suis branchée à un drain. Je dois faire mes besoins dans la chambre. Je peux bouger, mais je suis branchée au drain pendant quelques jours. D'accord. Et là, ça allume pas quelque chose dans la tête de quelqu'un? Ils se disent pas, c'est pas normal à son âge de faire 2 fois un truc gravissime comme ça, à quelques mois d'écart? Bah non. Et ils savent pas non plus pourquoi j'ai ça, quoi. Vraiment, ils D'accord. savent pas. Et voilà, donc je reste à l'hôpital quelques jours, et puis je rentre chez moi, et puis voilà, la vie continue. J'ai bien arrêté de fumer, hein, donc c'est pas la cigarette pour le coup, ou la Ouais. vapoteuse. Et en septembre, octobre de l'année 2022, Ouais. repneumothorax. Et Ça là, commence à être lassant un petit peu, mademoiselle. au bout du troisième pneumothorax, généralement, il y a opération. D'accord. Donc là, je retourne dans la ville où je suis née parce que il y a un CHU et là où je suis, il n'y a pas de CHU. Et puis mon père me dit non non mais c'est bon, tu te fais toujours opérer là où il y a personne, personne peut venir te voir. Tu reviens à la maison, voilà, et on va aller voir le chirurgien au CHU D'accord. pour te faire opérer. Donc je vois le chirurgien. Ouais. Il m'explique très bien comment ça va se passer, très très bien. J'ai beaucoup aimé ce contact-là parce qu'il comprend tout à fait la situation et il me dit, vous savez, parfois quand on a de l'endométriose, les pneumothorax, ça peut être lié. C'est Et c'est vrai lunaire. que ma belle-mère, donc la femme de mon père, m'en avait parlé vite fait. Elle avait regardé ça sur Internet, là, pour le troisième pneumothorax. Donc je fais ah ben effectivement c'est peut-être ça effectivement parce que vu que j'ai de l'endométriose j'ai été opérée ben, c'est peut-être lié. Donc il m'explique l'opération puis du coup quelques jours après il peut m'opérer en urgence voilà. Il m'opère, je me réveille avec un Ouais. drain encore thoracique parce qu'il faut enlever l'air encore même si on a opéré etc. Ouais. Et il te dit Euh, quoi alors? et il me dit mais vous aviez des trous au niveau du diaphragme et c'est ça qui faisait que vous faisiez des pneumothorax. Et les trous, c'est peut-être lié à l'endométriose. Peut-être que ça a fait des. C'est peut-être l'endométriose qui a fait ces trous, en fait. Qu'aurait fait des ravages dans ton diaphragme? Oui, c'est ça. Quel enfer. Et donc après, il a jamais pu prouver officiellement qu'il y avait un lien, Ouais. mais j'en parle à mon chirurgien gynéco endométriose de Bordeaux, du coup, parce que j'ai quand même toujours des liens avec lui. Ouais. Et il me dit, bah, effectivement, ça doit être ça, en fait. Il me dit après cette opération, hein, il me dit bah, par contre un jour ou l'autre va falloir opérer parce qu'il va falloir réparer ces trous. Mais là je vous laisse tranquille parce que vous venez de sortir d'une opération, je vous laisse tranquille. Euh, oui, l'opération du pneumothorax m'a quand même laissé une séquelle, c'est que je peux pas respirer comme avant. Enfin, je peux faire du sport, c'est pas un souci, mais mon poumon s'étire pas comme avant en fait, parce que il a fait un talcage, on appelle ça un talcage, et en D'accord. gros il a collé très fortement mon poumon, voilà, de façon à ce qu'il bouge pas du tout. D'accord. Et ce qui fait que ben, quand je respire à fond, je peux pas respirer comme avant à fond. Il s'étire pas assez bien mon poumon, donc et je peux rien changer à ça pour l'instant.
Euh, et donc, ça, c'est 2022. Ouais. 2023, tout se passe bien, je fais mon petit sport, ma petite vie, tout va bien. Euh, et puis 2024, je commence à avoir des douleurs au rein, un peu De nouveau. fréquemment, de nouveau. Donc j'alerte le chirurgien qui m'a opéré de Bordeaux parce qu'il m'avait dit si vous avez des symptômes, vous me tenez informé. Et donc il me fait faire passer une IRM. Et au passage, il me fait faire aussi une IRM du diaphragme pour voir comment ça se fait. En fait, IRM de tout, en fait. J'ai le droit à tout. Ok. L'IRM Et se alors, qu'est-ce qu'il voit? passe, et donc j'ai un urtère qui est dilaté, je crois. Et D'accord. c'est pas bon du tout, ça. En fait, si ça continue comme ça, bah, sur le long terme, ça peut impacter mon rein, en fait. Et J'ai envie de te au faire niveau un câlin à distance. de câlin à distance, alors. Ouais. Et donc, il voit ça pour le rein. Et pour le diaphragme, j'ai 2 hernies au niveau du diaphragme. Alors, ça, je crois que je sais pas trop décrire une hernie, mais je crois qu'il y a une grosseur, enfin, quelque chose qui ressort, en Ouais. fait. Et Et donc, il recommande quoi, là? ben là, il me dit il faut opérer les hernies parce que voilà, il me dit ben, si c'est moi qui opère, mais j'espère qu'on va pouvoir opérer parce que là, je sais pas si je vais pouvoir faire quelque chose. Il me dit il vaut mieux que ça soit moi qui vous opère, ça sera moins lourd comme opération. D'accord. Si je peux pas vous opérer, par contre, ça sera un thoracique qui devra vous opérer, un chirurgien thoracique. Ouais. Et là, ça sera un petit peu plus lourd. Et donc, tu Et décides donc, quoi? bah, il me dit, bah, on va programmer l'opération pour que je vous opère et que je vous fasse au niveau du thorax. Voilà. Et pour les reins, bah, du coup, on me dit, bah, là, en fait, vous auriez jamais dû arrêter les autosondages. Euh, comme votre psy vous l'a dit, vous l'a conseillé, vous auriez jamais dû l'arrêter. Donc, on va reprendre les autosondages, on va faire des examens pour voir si ça suffit. Les examens suffisent pas D'accord. à soulager mes reins. Donc, on va vous poser une sonde double J. Donc là, aujourd'hui, j'ai une sonde double J à droite, pas sur D'accord. le côté gauche. Et ça, Et c'est les un truc que tu autosondages dois... sont repris. Comment? La sonde, c'est quelque chose que tu dois te faire opérer régulièrement pour la retirer, c'est ça? Oui, La changer. alors, les sondes de Gigi, il y en a on peut garder 3 mois, 6 mois ou 1 an. D'accord. La première fois, j'en ai eu pour 3 mois. Là, c'est une sonde que je garde 6 mois. Pour D'accord. l'instant, puisque je suis encore en train de faire des examens pour voir ce qui se passe en fait. Je sais pas trop ce D'accord. qui se passe. Si ça améliore Euh, l'état de terrain ou pas. comment? Pour voir si ça améliore l'état de terrain. Oui, voilà, pour voir ben, qu'est-ce qui fonctionne pas bien aussi. Enfin, je sais pas du tout ce qui m'arrive en fait. Aujourd'hui, je suis dans le flou et c'est pas facile mentalement parce que ben je sais pas ce qui va m'arriver parce qu'on. Enfin bon, voilà. Pour l'instant, donc j'en suis à. On me pose une sonde de Gigi. Et ensuite, on m'opère au niveau, enfin, une semaine après. En fait, j'ai une semaine de décalage entre les deux opérations. Une semaine après, on me fait l'opération du diaphragme. Donc ça, c'était fin mai, début juin. Elle se passe bien l'opération? L'opération a été très compliquée, mais une réussite. D'accord. Le chirurgien me fait rire parce qu'il me dit, non, mais vous êtes pas facile, hein. Vous, C'est ça, il t'a culpabilisé un peu, genre... choisissez jamais la facilité. Avec vous, on apprend des choses. Donc je suis un cas d'étude apparemment. Ouais. Euh,
Donc oui, il a galéré à m'opérer. Il a failli revenir en arrière et ne pas m'opérer parce que il y arrivait pas et c'était compliqué. Mais D'accord. finalement, avec le conseil d'autres collègues, il a réussi à m'opérer. Donc là, Donc, j'ai qu'est-ce que été ça a apporté cette arrêtée opération? 2 mois en tout. Et qu'est-ce que m'a apporté cette opération? Ben, physiquement, je vois pas de différence pour l'instant. D'accord. En fait, j'avais vu comme ça sur Internet que la hernie diaphragmatique pouvait causer des brûlures d'estomac. Et c'est vrai que ça faisait 2 ans qu'à Noël, j'étais malade, j'avais des brûlures d'estomac, et j'avais jamais eu ça avant, jamais. Jamais eu de problème avec l'alimentation. D'accord. Donc je me dis, c'est peut-être lié, mais on verra à Noël cette année. Ouais, Est-ce enfin que quoi, c'est ça ou est-ce que c'est des c'est en brûlures. À mon avis, c'est vieillissant? plus Noël que le diaphragme. Ben oui, 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 mais j'ai jamais eu de problème à Noël parce qu'on mange toujours beaucoup avec des parents divorcés. Les repas, c'est partout, C'est fois deux, ouais. on les enchaîne. Enfin voilà. Donc on verra cette année ou si c'est juste la vieillesse, à force, Bon. Et l'estomac qui tient plus, voilà. Mais bon. euh, Donc là, pour l'instant, j'en suis là. J'ai repris le travail. Je me sonde toutes les 4 heures et j'ai ma sonde double J de 6 mois qu'il faut que je change là la semaine prochaine, du coup. Pour le coup, qui m'handicape beaucoup. Euh, Même les autosondages, ça m'handicape beaucoup aujourd'hui parce que j'ai toujours cette angoisse avant de sortir, de me dire bah, il faut que j'aille dans des endroits où il y a des toilettes. Où je vais pas être paniquée parce que quand on est aux toilettes pendant 10 minutes, derrière, soit il y a des gens qui attendent, enfin, il y a oui, on ça. n'est pas tranquille. Voilà, cet été, on est allé à la montagne, j'ai pas pu, je me voyais pas faire une randonnée parce que je me vois pas faire des autosondages dans la nature. Enfin, il y a tout ça. Et puis, il faut bien penser à boire aussi, parce que ben, risque d'infection urinaire, il faut boire, quoi. Là, ça fait pendant un mois, là, j'ai enchaîné 3 infections urinaires d'affilée. Donc, j'ai l'impression de bousiller mon corps avec les médocs. Et puis la sonde Gigi, elle me gêne parfois. Comme si j'avais Tu la l'impression sens? d'avoir envie de faire pipi tout le temps, en fait. Donc je peux pas rester longtemps debout certains jours, parce que c'est très désagréable, en fait. Tu m'as dit un truc quand on a préparé cet épisode. Oui, Tu m'as dit, dans cette maladie, on entend beaucoup de témoignages et de plus en plus, et tant mieux, mais beaucoup plus au sujet de deux sujets, enfin autour de deux sujets, l'errance et les difficultés à concevoir, les problèmes de fertilité. oui, Et tu m'as dit, moi, mon témoignage, je voudrais dire que ça peut aussi agressivement abîmer d'autres organes du corps. Et je voudrais témoigner parce qu'on n'entend pas beaucoup ce genre de récit. Euh, oui. Est-ce que tu as un message à faire passer aux gens qui vont nous écouter, peut-être qui ont les mêmes symptômes que toi ou pas? Euh, Si tu as un message, c'est maintenant. En plus de tout ce que tu viens de nous dire. Ben, le message, c'est non, l'endométriose, c'est pas que une question de fertilité. Euh, on peut être atteint dans plusieurs parties du corps, plusieurs organes. Et moi, dans mon malheur, mine de rien, ce que me disait mon chirurgien pour d'autres femmes ayant été opérées comme moi, je m'en sors bien avec pas tant de handicap que ça. Ouais. Euh, j'estime quand même être plutôt chanceuse dans un sens parce que je peux aller travailler. Aujourd'hui, j'ai pas de douleur qui m'empêche d'aller travailler. Ouais. Mais les opérations, tout le temps, enfin, c'est très, très angoissant pour moi. Et c'est très lourd, quoi, à supporter. On se dit toujours que il y a pire que soi. Ça aide à supporter aussi, mais il y a des jours où c'est pas facile.
comme en ce moment, c'est un peu compliqué parce que je me sens diminuée et que j'ai l'impression d'être un peu le boulet parce que je peux pas faire ce que je veux. Euh, mais, euh, mais c'est qu'un moment, et puis il y a des jours où ça ira mieux, et puis voilà. Merci.